Séverine Lalonde avait 64 ans lorsqu'elle rencontra Étienne Marchand, et à cet instant précis, elle était déjà persuadée de connaître tous les types d'hommes. Psychanalyste à Bordeaux depuis 37 ans, elle avait passé des décennies à écouter des confessions, à débusquer les mensonges que les gens se racontaient, à explorer les méandres obscurs de la psyché humaine. Son élégant cabinet de la rue Judaïque était un sanctuaire où hommes politiques, hommes d'affaires et artistes venaient se confier, payant des sommes considérables pour le privilège d'être véritablement entendus. Séverine était une femme d'une beauté austère. Ses cheveux, entièrement blancs depuis ses 40 ans, étaient longs et généralement attachés en une queue de cheval basse qui dévoilait un visage aux traits marqués. Un nez aquilin, des lèvres fines et des yeux gris qui semblaient percer toutes les défenses. Elle portait des vêtements simples mais raffinés, chemises en lin, pantalons tailleurs et foulards en soie qui apportaient parfois une touche de couleur à sa garde-robe majoritairement neutre. Il se dégageait d'elle quelque chose de monastique, comme si elle avait transcendé les préoccupations terrestres et la vanité. 2 fois divorcée et sans enfant par choix, Séverine avait bâti sa vie autour de son travail. Respectée dans les cercles psychanalytiques français, elle avait publié 3 ouvrages sur le traumatisme et le désir, et donnait occasionnellement des conférences à l'université. Mais cette vie intellectuelle foisonnante ne comblait pas le vide qu'elle ressentait lors des douces soirées passées dans son spacieux appartement donnant sur la Garonne. Elle comprenait l'esprit de centaines de personnes, mais laissait rarement quiconque comprendre le sien. Étienne Marchand avait 26 ans lorsque son père l'obligea à suivre une thérapie. Héritier malgré lui d'une dynastie viticole qui contrôlait depuis 6 générations certains des vignobles les plus prestigieux de Bordeaux, il était grand et musclé, façonné par des années de labeur dans les vignes. Ses cheveux châtain clair, dorés par le soleil, et ses yeux ambrés rappelaient la couleur du vin familial. Beau, il avait une allure rustique et sans artifice, les mains calleuses et le teint hâlé par le temps passé au grand air. Mais Étienne avait quelque chose d'agité, une énergie contenue qui mettait mal à l'aise son entourage. Il travaillait avec acharnement, souvent 48 heures d'affilée pendant les vendanges, poussant son corps au-delà de ses limites. Il buvait seul le soir, non par plaisir, mais pour s'endormir. Il se disputait avec les ouvriers de la vigne pour des broutilles. Son père, inquiet de voir son fils au bord de la dépression nerveuse, insista pour qu'il consulte un professionnel. Étienne résista pendant des mois avant de finalement céder. Quand Étienne entra pour la première fois dans le bureau de Séverine, elle perçut immédiatement sa résistance. Assis sur la défensive dans le fauteuil en cuir, les bras croisés, la mâchoire serrée, son regard parcourut la pièce. Les étagères remplies de livres en plusieurs langues, les œuvres abstraites accrochées au mur, le divan de psychanalyse classique qu'elle utilisait rarement désormais. Il semblait être un animal sauvage pris au piège, dans une cage élégante. Séverine n'a pas commencé par les questions habituelles sur l'enfance ou les relations. Elle a simplement demandé « Pourquoi êtes-vous ici ?» Étienne a répondu par la réponse préparée. Son père pensait qu'il avait besoin d'une thérapie, qu'il travaillait trop, buvait trop et qu'il était trop sujet aux crises. Séverine a acquiescé, puis a demandé à nouveau « Mais pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» La question le désarma. Étienne resta longtemps silencieux. Puis, il admit qu'il ne savait pas. Peut-être parce qu'au fond de lui, il soupçonnait que son père avait raison, qu'il y avait quelque chose de fondamentalement anormal chez lui. Il ne pouvait dormir sans alcool. Il ne pouvait se détendre sans avoir l'impression de perdre son temps. Il ne pouvait être près de sa famille sans ressentir une colère irrationnelle lui brûler la poitrine. Durant les premières semaines, Séverine mena des séances classiques. Elle explora l'histoire familiale d'Étienne, la pression d'être l'aîné d'une dynastie viticole, les attentes impossibles de son père qu'il ne put jamais combler, sa mère distante qui avait toujours clairement préféré son frère cadet. Étienne parlait de tout cela d'une voix monocorde, comme s'il récitait des faits concernant la vie de quelqu'un d'autre. Mais Séverine remarquait des choses qu'il ne disait pas.
l'éclat fugace de ses yeux lorsqu'il évoquait les moments passés seul dans les vignes, enfant, avant que les responsabilités ne l'accablent. Les mouvements machinaux de ses mains lorsqu'il parlait des vendanges, traçant des motifs dans l'air comme s'il dirigeait un orchestre invisible, son refus catégorique de certains sujets, l'art, la musique, tout ce qui n'était pas strictement lié au vin ou aux affaires. À la 5e séance, Séverine décida de changer de tactique. Elle demanda à Étienne si vous pouviez faire tout ce que vous vouliez au monde, sans vous soucier d'argent ni d'obligations familiales, que feriez-vous? Étienne commença à donner une réponse pragmatique sur l'amélioration du vignoble. Séverine l'interrompit. Elle dit que cette question était un cliché de thérapeute, certes, mais justement parce qu'elle révélait des vérités. Et elle voyait bien qu'il mentait, qu'il donnait la réponse qu'il pensait devoir donner. Alors, elle demanda à nouveau, cette fois en le regardant droit dans les yeux avec une intensité qui ne lui laissait aucune échappatoire. « Que voulez-vous vraiment ?» Étienne s'effondra, sans effusion de sanglots, sans cris, ni larmes. Il s'affaissa simplement dans le fauteuil, comme si on lui avait arraché tous les os. Après un silence qui parut durer des heures, il murmura quelque chose d'aussi bas que Séverine l'entendit à peine. « Danse !» Elle lui demanda de répéter. Étienne, le visage rouge de honte, répéta plus fort. Il voulait danser, il voulait être danseur de ballet. Il en avait toujours rêvé depuis l'âge de 7 ans, lorsqu'il avait assisté à un ballet à Paris lors d'un voyage scolaire. Il était devenu obsédé, répétant les mouvements seul dans sa chambre, rêvant de scène et de lumière. À 9 ans, il avait demandé à ses parents de l'inscrire à des cours de ballet. Son père lui avait ri au nez. Il avait déclaré que la danse était réservée aux filles et aux hommes efféminés, pas aux héritiers de vignobles. Il l'avait frappé pour avoir seulement osé suggérer une chose aussi ridicule. Étienne ne reparla plus jamais de danse. Il enfouit ce désir si profondément qu'il en oublia presque l'existence. Il devint le fils que son père désirait, fort, travailleur, concentré sur ses affaires. Mais le désir ne s'éteignit jamais vraiment. Il se manifestait sous des formes déformées. La colère qu'il ne parvenait pas à maîtriser, l'alcool dont il avait besoin pour faire taire ses pensées, le travail obsessionnel qui l'épuisait au point de ne plus avoir la force de désirer quoi que ce soit. Séverine écouta tout sans interrompre. Quand Étienne eut fini, épuisée d'avoir enfin verbalisé un secret gardé pendant près de 20 ans, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avec aucun patient. Elle se leva, tendit la main et dit « Montrez-moi ». Étienne la regarda, perplexe. Séverine expliqua « Montrez-moi comment vous bougez, comment vous imaginez bouger si vous dansiez. Là, au bureau, sans musique, sans jugement. Montrez-moi simplement ce que votre corps a envie de faire. » Étienne protesta. Il ne connaissait pas le vrai ballet, il n'avait jamais pris de cours, il aurait l'air ridicule. Séverine insista. « Je ne demande pas la perfection technique, je demande l'authenticité. » Lentement, avec hésitation, Étienne se leva. Il resta immobile un long moment, visiblement terrifié. Puis il commença à bouger. Ses premiers mouvements étaient maladroits. Un corps de paysan s'efforçant d'imiter la grâce qu'il avait vue des décennies auparavant. Mais à mesure qu'il avançait, quelque chose changea. Étienne ferma les yeux et cessa de penser. Son corps se mit à onduler d'une manière qui contredisait sa masse musculaire. Il y avait de la force dans ses mouvements, certes, mais aussi une délicatesse surprenante, comme s'il tenait un objet précieux, fragile comme la pierre. Séverine observait, fascinée, non par la technique, inexistante, mais par l'émotion brute qui émanait de chaque mouvement. Étienne dansait des années de désirs refoulés, de douleur, de deuil, pour une vie qu'il n'avait jamais vécue. Lorsqu'il s'arrêta enfin, il était en sueur et tremblant. Il ouvrit les yeux et vit Séverine le regarder avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer. Elle n'a dit qu'une chose, « Tu dois danser pour de vrai, pas ici dans mon bureau, mais pour de vrai. Tu dois trouver un moyen de l'intégrer à ta vie, sinon tu continueras à te détruire à petit feu. » Étienne a dit que c'était impossible. Il avait 26 ans, trop vieux pour commencer une formation de danseur classique. Il avait des responsabilités, une famille à charge.
Séverine a reconnu qu'il serait difficile, voire impossible, de devenir danseur professionnel. Mais il existait d'autres façons de danser, d'autres façons d'honorer ce désir au lieu de l'étouffer. Les séances changèrent après ce jour-là. Elles s'intéressèrent moins à la psychanalyse traditionnelle et davantage à la planification pratique. Séverine aida Étienne à chercher des cours de danse à Bordeaux pour adultes débutants. Il résista d'abord, disant qu'il serait humiliant d'être le vieil homme maladroit au milieu de jeunes gens gracieux. Mais Séverine était inflexible. Elle affirmait que cette humiliation temporaire était un faible prix à payer pour commencer à vivre pleinement. Étienne s'inscrivit finalement à un cours de danse contemporaine pour adultes débutants. La professeure était une ancienne ballerine de 50 ans qui enseignait avec patience et bienveillance. Le premier cours fut aussi difficile qu'Étienne l'avait craint. Son corps était fort mais peu souple, ses mouvements mécaniques. Mais il revint au deuxième cours, puis au troisième. Et peu à peu, très peu à peu, il commença à progresser. Durant cette période, quelque chose d'inattendu se produisit entre Étienne et Séverine. Les séances de thérapie dépassèrent les 50 minutes habituelles. Ils parlaient pendant des heures, non seulement de danse, mais aussi d'art, de beauté, de ce que signifiait vivre une vie authentique par opposition à une vie conforme aux attentes. Séverine confia à ses patients des choses qu'elle n'avait jamais partagées avec eux, ses désirs refoulés, ses mariages ratés, parce qu'elle avait choisi des partenaires rassurants plutôt que passionnés, la solitude d'une vie intellectuellement riche, mais émotionnellement stérile. Étienne commença à voir Séverine non plus comme une thérapeute, mais comme une personne. Il remarqua les reflets verts qui se dessinaient dans ses yeux gris sous un certain angle. Son habitude de tordre un mouchoir de soie entre ses doigts lorsqu'elle était plongée dans ses pensées. Sa voix s'adoucit, devenant presque musicale, lorsqu'elle parlait de sujets qui la passionnaient. Et Séverine, bravant toutes les règles déontologiques qu'elle connaissait, commença à s'éprendre de son patient, non pas du beau jeune homme qui entrait dans son cabinet, mais de l'homme vulnérable et courageux qu'il devenait, de la façon dont il poursuivait la danse malgré la peur et l'humiliation, de la façon dont il commençait à sourire véritablement, non plus ce sourire crispé d'avant, mais une expression authentique de joie lorsqu'il parlait d'un nouveau cours qu'il avait appris. Le moment décisif survint 3 mois après qu'Étienne eut commencé la danse. Il invita Séverine à assister à un petit spectacle que son cours de danse donnait dans un théâtre municipal. Séverine savait qu'elle n'aurait pas dû y aller. C'était franchir la limite infranchissable entre thérapeute et patiente, mais elle y alla quand même. Elle était assise sur les chaises inconfortables du petit théâtre, entourée des familles et des amis des autres danseurs. Quand Étienne entra en scène, elle le reconnut à peine. Il portait une tenue de danse simple, un t-shirt noir et un pantalon de danse, mais il y avait en lui une transformation. La tension qu'il portait toujours dans les épaules et la mâchoire avait disparu. Quand la musique commença et qu'il se mit à bouger, Séverine sentit les larmes lui monter aux yeux. Étienne n'était pas techniquement parfait. Il y avait des moments de maladresse, des mouvements qui manquaient de fluidité. Mais il y avait en lui une liberté qu'il n'avait pas connue 3 mois auparavant. Il dansait son désir le plus fou, celui qu'il avait réprimé pendant près de 20 ans, et il le faisait publiquement, sans aucune honte. Après la représentation, Séverine attendait devant le théâtre. Quand Étienne sortit, encore en sueur et auréolé d'adrénaline, leurs regards se croisèrent. Sans un mot, ils surent tous deux que quelque chose d'essentiel avait changé. Ils n'étaient plus thérapeutes et patients. Ils étaient 2 êtres qui se comprenaient vraiment. Séverine a fait ce qui était éthiquement nécessaire. Elle a officiellement mis fin à la relation thérapeutique d'Étienne. Elle lui a recommandé un autre psychanalyste s'il souhaitait poursuivre sa thérapie. Elle a attendu 3 mois avant de le recontacter, instaurant ainsi une période de distanciation appropriée. Durant ces 3 mois, elle n'a cessé de remettre en question sa décision. Il avait 38 ans de moins que lui. Elle exerçait une autorité sur lui. Ce serait un terrible abus de pouvoir. Mais voilà qu'un soir de novembre pluvieux, Étienne se présenta à son appartement. Il n'avait pas prévenu. Il était là,
tout simplement. Quand elle ouvrit la porte, il dit simplement « Je n'arrête pas de penser à vous, pas comme à une thérapeute, mais comme à une personne, comme à une femme qui m'a vu quand j'étais invisible, même à mes propres yeux. Puis-je entrer ?» Séverine aurait dû dire non. Elle aurait dû maintenir des limites professionnelles, même après avoir officiellement mis fin à la thérapie. Mais elle a ouvert la porte. Ils ont parlé toute la nuit. Non pas de thérapie ni de danse, mais de tout le reste. Des livres qu'ils adoraient, des endroits qu'ils rêvaient de visiter, des peurs qui les habitaient. Tandis que le soleil se levait sur la Garonne, teintant le fleuve de rose et d'or, Étienne lui demanda s'il pouvait l'embrasser. Séverine, bravant toutes les règles qu'elle avait suivies pendant des décennies, dit oui. Leur relation fut compliquée dès le départ. Séverine était constamment en proie à une culpabilité liée à l'éthique, se demandant si elle avait manipulé Étienne pendant la thérapie, si elle avait abusé de son pouvoir pour le séduire. Étienne insistait sur le fait qu'elle ne l'avait pas fait, que ses sentiments s'étaient développés après coup, qu'elle n'avait jamais été autre chose qu'une professionnelle durant les séances. Mais le doute persistait. La famille d'Étienne était un désastre prévisible. Lorsqu'il finit par avouer sa relation avec Séverine à son père, la réaction fut explosive. Non seulement il perdait son temps avec des danses ridicules, mais voilà qu'il était avec une femme qui aurait pu être sa mère, une thérapeute qui avait manifestement profité de sa vulnérabilité. Son père menaça de le déshériter. Étienne, trouvant un courage insoupçonné, rétorqua que son père était libre de faire ce qu'il voulait. Il en avait assez de vivre une vie dictée par les autres. Le frère cadet d'Étienne reprit le domaine viticole, un rêve qu'il caressait depuis longtemps. Étienne trouva un emploi de gérant dans un petit domaine viticole, ce qui lui offrait plus de liberté et moins de responsabilité. Il continua la danse, progressant des cours débutants jusqu'au niveau intermédiaire. Il ne deviendrait jamais danseur professionnel, mais il découvrit une communauté de danseurs adultes qui, comme lui, avaient découvert leur passion sur le tard. Séverine dut faire face à son propre jugement. Des collègues murmuraient qu'elle avait perdu toute crédibilité professionnelle, qu'une relation avec un ancien patient avait terni sa réputation. Elle perdit quelques clients, mal à l'aise, mais elle découvrit aussi qu'elle y attachait moins d'importance qu'elle ne l'avait cru. Des décennies passées à soigner son image professionnelle l'avaient épuisée. Pour la première fois, elle choisit son bonheur personnel plutôt que sa réputation. Au début, ils ne vivaient pas ensemble. Séverine gardait son appartement tandis qu'Étienne louait un petit studio dans le quartier Saint-Michel. Ils se voyaient quelques soirs par semaine, préservant ainsi l'indépendance dont chacun avait besoin. Mais peu à peu, la distance devint insupportable. 2 ans après le début de leur relation, Étienne emménagea officiellement chez Séverine. Leur relation était intéressante. En public, surtout dans le milieu professionnel de Séverine, on le prenait souvent pour son fils ou son assistant. Ils avaient cessé de corriger les gens. C'était plus simple que de s'expliquer, mais en privé, ils étaient de véritables partenaires. Étienne remettait en question les idées de Séverine, l'obligeant à s'interroger sur des certitudes qu'elle entretenait depuis des décennies. Séverine offrait à Étienne le regard de quelqu'un qui avait vécu plus longtemps, qui avait surmonté les épreuves et les échecs et qui en était ressorti plus fort. La véritable épreuve survint lorsque Séverine apprit qu'elle était atteinte d'un cancer du sein à 67 ans. Étienne en avait 29. Ce fut un rappel brutal de leur différence d'âge, de la mortalité qui l'attendait alors qu'il était encore dans la fleur de l'âge. Séverine tenta de rompre, arguant qu'il n'était pas juste de l'attacher à une femme malade qui vieillirait et mourrait inévitablement des décennies avant lui. Étienne refusa catégoriquement. Il disait qu'elle avait révélé son désir le plus profond, qu'elle lui avait donné le courage de vivre pleinement. C'était désormais à son tour d'être là pour elle. Il prit soin d'elle pendant ses séances de chimiothérapie, la réconforta lorsqu'elle vomissait, resta à ses côtés durant les longues nuits où la douleur était insupportable. Et lorsqu'elle entra en rémission, 1 an plus tard, amaigrie et chauve mais vivante, il était là pour fêter ça. C'est durant sa convalescence qu'Étienne fit quelque chose d'étonnant.
Il chorégraphia un solo de danse sur leur histoire, sur le désir refoulé, sur le courage de le poursuivre, sur une femme qui voyait ce que personne d'autre ne voyait, sur un amour qui défiait toutes les conventions. Il le présenta lors d'un petit festival de danse à Bordeaux. Séverine, assise au premier rang, le regardait, les larmes coulant librement sur ses joues. La pièce a suscité un intérêt inattendu. Un critique de danse d'un journal local a publié une critique émouvante sur ce danseur atypique, qui racontait une histoire universelle de découverte de soi. Étienne a été invité à se produire ailleurs. Ce n'était pas la carrière de danseur professionnel dont il avait rêvé enfant, mais c'était pour lui une façon de vivre pleinement sa passion. Séverine continua d'exercer la psychanalyse jusqu'à 73 ans. Puis, elle prit sa retraite. Non par nécessité, mais par choix. Elle aspirait à vivre, à voyager avec Étienne, à enfin écrire le roman qu'elle avait toujours projeté sans jamais l'entreprendre. Ils passaient leurs étés à parcourir l'Europe, visitant théâtres et musées, lui dansaient parfois lors de petits festivals. Elle écrivait dans des carnets de cuir qu'elle emportait partout. La différence d'âge ne s'est jamais vraiment estompée. À 75 ans, Séverine en avait 37. Elle se déplaçait plus lentement, se fatiguait plus vite, tandis que lui conservait l'énergie de la jeunesse. Mais ils ont trouvé un rythme qui leur convenait. Étienne a appris à apprécier la lenteur, à trouver la beauté dans les silences. Séverine a compris que sa jeunesse n'était pas une menace mais un don, l'invitant à vivre pleinement le moment présent, à ne jamais renoncer aux nouvelles expériences. Quand Séverine eut 80 ans, Étienne en avait 42. Ils étaient ensemble depuis 16 ans, plus longtemps que bien des mariages. Pour son anniversaire, il créa sa pièce chorégraphique la plus ambitieuse, un duo où il dansait avec une projection vidéo de sa jeunesse, illustrant la coexistence du passé et du présent dans une relation. C'était à la fois magnifique et bouleversant, une méditation sur le temps, la mortalité, et un amour qui persiste malgré l'inéluctabilité de la perte. Séverine est décédée à 84 ans, auprès d'Étienne, âgé de 46 ans. Leur dernière conversation fut un échange de gratitude. Elle le remercia de lui avoir confié son secret le plus profond, de lui avoir permis de l'aider à se libérer. Étienne la remercia d'avoir vu qui il était vraiment, alors que tous les autres, lui y compris, ne voyaient que l'image qu'il était censé projeter. Aux funérailles, à la surprise de la famille conservatrice d'Étienne, il dansa. Non pas une chorégraphie élaborée, mais un mouvement simple et sincère à la fin de la cérémonie. C'était sa façon de dire adieu, d'honorer la femme qui lui avait appris que les désirs les plus fous ne devaient pas être réprimés, mais célébrés. Des années plus tard, alors qu'Étienne, âgé de 50 ans, enseignait la danse à des adultes débutants, il parlait toujours de Séverine à ses élèves timides. De la femme qui avait révélé son désir le plus profond à 26 ans, lorsqu'il pensait qu'il était trop tard, de la façon dont elle lui avait prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, pour changer, pour poursuivre ce qui compte vraiment. Et il terminait toujours son récit en disant « Elle m'a donné la permission de désirer ». Pas seulement la danse, mais tout. Elle m'a appris que nos désirs les plus fous ne sont ni honteux ni mauvais, qu'ils sont le reflet de notre véritable nature. Il nous faut juste le courage de les suivre, et parfois, pour trouver ce courage, nous avons besoin de quelqu'un qui nous comprenne vraiment. Leur histoire n'était pas celle d'une femme mûre, séduisant un homme plus jeune, ni celle d'un jeune homme en quête d'une figure maternelle. C'était l'histoire de deux êtres qui se sont rencontrés au moment opportun, lorsque l'un avait la sagesse de comprendre et l'autre avait besoin d'être compris. Ensemble, ils ont créé un espace où leurs désirs les plus profonds pouvaient enfin être révélés, honorés et vécus.